Lamine Yamal, le parcours d'un enfant de Roafonda vers les plus grands stades du monde. À 17 ans, Lamine Yamal s'est vu confier un fardeau qu'aucun adolescent ne devrait avoir à porter, celui de sauveur de sa nation. Alors que ses camarades s'inquiétaient des examens et de l'incertitude caractérisant l'entrée dans l'âge adulte, lui courbait les ballons au-delà des champions du monde et était sollicité pour sauver à la fois une nation entière et l'une des institutions les plus précieuses et valorisées du football mondial. Les grands médias se sont empressés de le désigner comme l'héritier naturel de Lionel Messi, la nouvelle incarnation du génie offensif espagnol. Les grandes marques internationales voyaient en lui un visage capable de vendre des millions de maillots, de remplir les stades jusqu'à la dernière place et de porter une histoire mondiale bien plus grande que le jeune garçon lui-même ne pouvait le concevoir. Les appareils photo tentaient constamment de le définir par des records brisés, des comparaisons flatteuses et des promesses commerciales massives. La main, lui, continuait de pointer vers Roafonda, son quartier d'enfance. Chaque fois que ses doigts formaient les chiffres 304 après avoir inscrit un but décisif, ce geste faisait référence aux 3 derniers numéros du code postal 08304, ce quartier ouvrier, où son odyssée extraordinaire avait véritablement débuté. Il ne s'agissait pas d'un slogan fabriqué par une agence de relations publiques. C'était une affirmation puissante selon laquelle la célébrité pouvait agrandir son univers sans pour autant se donner le droit de réécrire entièrement son passé ou de renier ses origines. À 19 ans, après avoir remporté le titre de champion d'Europe et soulevé la Coupe du Monde, les attentes et les pressions n'avaient que croître de manière exponentielle. Comment un si jeune athlète peut-il protéger l'enfant qu'il demeure intérieurement, la famille qu'il a élevée avec amour et sacrifice, et le quartier ouvrier qu'il a façonné, quand l'industrie mondiale du ballon rond tente déjà de le présenter comme une œuvre achevée et sans défaut, les débuts, train, discipline et générosité. Avant que le monde entier ne connaisse le nom de Lamine Yamal, son parcours s'était mesuré en tarifs modestes de transport en train, en discipline familiale stricte et rigoureuse, et occasionnellement en une tasse de café que personne n'avait jamais demandé à son père de payer. Né le 13 juillet 2007 à Espluge de Llobregat, Lamine Yamal Nasraï Ebana a passé son enfance formatrice dans le quartier populaire de Roafonda, zone ouvrière de la ville côtière de Mataró, non loin du centre animé de Barcelone, mais à des mondes de distance, des images polies et retouchées, des brochures touristiques. La vie quotidienne dans ce quartier suivait le rythme pratique des salaires hebdomadaires versés difficilement, des horaires scolaires respectés à la lettre, des trajets en transport en commun et de la responsabilité quotidienne et constante de maintenir un foyer à flot malgré les difficultés financières récurrentes. Le jeune Lamine s'était développé au carrefour de plusieurs identités culturelles distinctes. Espagnol de naissance, héritier du patrimoine marocain riche par son père Munir Nazawi et des racines profondes de la Guinée équatoriale par sa mère Sheila Ibana. Avant que ses origines ne deviennent partie intégrante de son histoire sportive publique et médiatisée, elles avaient façonné profondément sa famille et sa communauté, soutenant et nourrissant ses premières ambitions footballistiques. Une anecdote particulièrement révélatrice, survenue dans un petit bar du quartier, illustre éloquemment combien ses premiers trajets vers les terrains d'entraînement dépendaient d'actes de générosité modestes mais authentiques. Juan Carlos Serrano, propriétaire bienveillant du bar El Cordobés, se souvenait de glisser discrètement une tasse de café généreuse vers le père de Lamine, Munir Nazawi, sans jamais présenter la note au paiement. Ce geste simple mais chargé de sens permettait à quelques euros d'être économisés, et ces quelques euros pouvaient ensuite financer précieusement le billet de train qui conduisait le petit vers l'académie prestigieuse de Barcelone. Ce n'était pas un grand acte caritatif spectaculaire, et aucune caméra n'était là pour l'enregistrer à titre de preuve. C'était simplement un homme du peuple reconnaissant intimement l'attention quotidienne portée par un autre père, tentant désespérément de maintenir vivante l'opportunité unique de son enfant. Bien avant que les stades européens immenses ne se remplissent de supporters enthousiastes, scandant le nom de Lamine, les habitants modestes de Roafonda contribuaient déjà de manière discrète et généreuse. Parfois, un parcours difficile continue non pas parce que chaque obstacle majeur a complètement disparu, mais simplement parce que quelqu'un, quelque part, rend silencieusement le prochain voyage envisageable et réalisable. L'héritage du code postal 304. Des années plus tard, lorsque la main formait le nombre 304 avec ses doigts sous les projecteurs aveuglants des grands stades, cette communauté d'enfance restait visible et présente.
Le geste faisait référence aux 3 derniers chiffres du code postal complet 08304 de Roafonda, transformant un simple identifiant administratif local en symbole reconnu instantanément, bien au-delà des limites de Mataro. Il ne s'agissait pas uniquement d'une stratégie de marque personnelle calculée. C'était un rappel vivant des rues où il jouait enfant, des membres de sa famille qui y résidèrent toujours, et des voisins ordinaires qui avaient observé silencieusement le commencement du voyage bien avant que le succès ne paraisse inévitable. Chaque célébration connectait le footballeur, suivi par des millions de personnes passionnées au garçon modeste, dont le père devait autrefois calculer méthodiquement le prix du trajet en train pour se rendre à l'entraînement. L'écart séparant Roafonda des plus grands stades d'Europe était colossal et semble surhumain. Néanmoins, ce geste simple des 3 doigts suggérait fortement que cette distance vertigineuse n'avait pas effacé son sentiment profond d'appartenance. Le succès sportif extraordinaire de la main a également offert au quartier une nouvelle source de fierté collective et de reconnaissance. Les enfants ont commencé à reproduire régulièrement le signe distinctif 304. Les résidents voyèrent leur communauté représentée lors de retransmissions internationales massives et un code postal autrefois connu seulement des habitants devint inévitablement associé à la possibilité, l'espoir et la mobilité sociale. Pourtant, la signification profonde restait personnelle avant de devenir publiquement symbolique. Roafonda n'était pas simplement le lieu humble où l'aventure extraordinaire de Lamine Yamal avait commencé avant que la notoriété ne le conduise ailleurs. C'était l'endroit qu'il décidait délibérément et consciemment de continuer à porter avec lui à chaque instant. Chaque fois qu'il levait ses 3 chiffres vers les tribunes hurlantes, il confirmait que le voyage entier n'avait jamais reposé uniquement sur le talent personnel brut. Il avait également été soutenu par le sacrifice familial sans limite. Les trajets en transport public, les voisins ordinaires et les petits gestes de bienveillance humaine, parfois pas plus grands qu'une tasse de café laissée sans facturation. L'Euro 2024, les records et les responsabilités. Cette responsabilité académique accomplie avec succès, le tournoi a continué inexorablement vers une demi-finale historique face à la France redoutable. L'Espagne a encaissé rapidement et avait besoin d'une réaction immédiate face à une équipe ayant autorisé un seul but au cours de ses 5 matchs antérieurs. À 16 ans et 362 jours, Lamine a reçu le ballon à l'extérieur de la surface, l'a décalé habilement au-delà d'Adrien Rabiot et a ouvert un angle de tir étroit et difficile. Il a courbé le ballon avec grâce au-delà de Mike Maignan, l'a vu frapper le poteau intérieur de manière inattendue et est devenu le plus jeune buteur de l'histoire entière du championnat d'Europe. Le but a fait davantage qu'établir simplement un record statistique de plus. Il a remis l'Espagne à égalité critique au moment exact où la rencontre commençait à s'orienter inévitablement vers la France. Il a offert à l'équipe la confiance psychologique de conclure une remontée spectaculaire 2-1. Après cette action décisive, Lamine a refusé de transformer cette conclusion en une histoire compliquée et dramatisée concernant la destinée. Il a expliqué simplement qu'il avait pris le ballon et avait voulu le placer dans ce coin spécifique. « Je n'essaie pas trop d'y penser », a-t-il déclaré avec naturel. Il voulait s'amuser, aider l'équipe et être heureux quand le résultat suivrait naturellement. La réponse paraissait presque trop simple et directe pour un but que l'UEFA nommerait ultérieurement le meilleur but entier du tournoi. Néanmoins, elle révélait le même instinct vivant l'ayant porté depuis Roafonda à travers l'académie barcelonaise prestigieuse. Les années d'instruction académique avaient en préparé le mouvement physique correct. Quand l'opportunité décisive se présentait, il conservait sa confiance viscérale envers ce qu'il observait instantanément. Cet été historique a atteint son étape finale décisive le 14 juillet, un jour précisément après le 17e anniversaire de Lamine, en finale spectaculaire contre l'Angleterre à Berlin. Il a reçu le ballon sur le flanc droit peu après la pause, s'est déporté intelligemment à l'intérieur et a libéré Nico Williams avec une passe précisément dosée pour le but inaugural spectaculaire. L'Espagne s'est finalement imposée 2-1 avec autorité, offrant à Lamine une médaille prestigieuse de championnat d'Europe et concluant un tournoi remarquable au cours duquel il a enregistré 4 passes décisives cruciales, davantage que tout autre joueur dans le tournoi. Il a également été nommé jeune joueur du tournoi avec éclat. L'épreuve familiale, quand la gloire s'efface. 16 jours seulement séparaient l'annonce officielle de sa réussite académique du moment solennel où il a soulevé l'un des trophées les plus prestigieux du football international.
À son retour à Barcelone, il ne bénéficiait plus simplement du traitement réservé à un diplômé académique dont la jeunesse pouvait théoriquement le protéger des attentes écrasantes. Il était devenu l'une des figures créatives absolument fondamentales dans l'attaque du club établi. Les équipes adverses dirigeaient de plus en plus de couvertures défensives supplémentaires vers son flanc dominant, rétrécissant progressivement l'espace quand il recevait le ballon sur son pied gauche préféré. Face à des blocs défensifs compacts et organisés, Barcelone le scrutait fréquemment pour générer de la largeur utile, éliminer le premier défenseur ou produire la passe ouvrant la surface de réparation dangereuse. L'élément de surprise tactique s'était irrémédiablement évaporé avec le temps. Les défenseurs examinaient méticuleusement ses mouvements préférés et habituels, tentaient de le forcer vers des zones moins confortables pour lui et envoyaient fréquemment un deuxième joueur avant qu'il puisse accélérer vers l'intérieur dangereux. Quelques semaines seulement après que les célébrations enthousiastes à Berlin n'aient définitivement terminé, l'élan puissant de l'été historique de Lamine Yamal a été interrompu dramatiquement par une urgence familiale qui a rendu le football soudainement éloigné et insignifiant. Le 14 août 2024, son père bien-aimé, Mounir Nassaoui, a été gravement blessé lors d'une stabulation grave suivant une altercation violente dans la zone populaire de Roafonda à Mataró, la même communauté ayant récemment célébré fièrement le triomphe du championnat d'Europe de son fils. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital universitaire Germain Trias i Pujol voisin à Badalona, où son état s'était initialement présenté comme grave mais stable dans la description officielle. La nouvelle s'est diffusée rapidement de la Catalogne aux agences internationales prestigieuses car la famille était devenue reconnaissable bien au-delà des frontières du quartier modeste. Cependant, derrière les reportages sensationnalistes se trouvait une réalité privée profonde qu'aucun accomplissement sportif ne pouvait rendre plus aisé ou supportable. Lamine n'avait que 17 ans. Le lendemain, après avoir participé avec courage à la séance d'entraînement matinale régulière de Barcelone, il a voyagé à l'hôpital pour visiter son père chéri. Les caméras voraces l'ont enregistré arrivant et quittant ultérieurement, transformant une visite familiale intime en un moment observé constamment par le public mondial. L'attention médiatique s'était avérée si intense qu'il aurait reçu un conseil prudent de ne pas visiter immédiatement après l'admission, car la présence médiatique aurait pu déranger le fonctionnement habituel critique de l'établissement médical. Un mois plus tôt, les caméras avaient suivi Lamine de manière joyeuse, sous les confettis tombant d'une finale européenne triomphante. À présent, elle le suivait constamment en dehors d'une structure médicale où le seul résultat ayant véritablement de l'importance était le rétablissement physique de son père. La médaille précieuse, les records impressionnants et les applaudissements retentissants n'offraient absolument aucune protection réelle dans cet environnement hospitalier. Pour ses heures longues à l'hôpital, Lamine n'était pas le phénomène adolescent célèbre de Barcelone ou le plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Europe. Il était simplement un fils entrant à l'hôpital pour déterminer anxieusement si son père était physiquement en sûreté et sauverait sa vie. Des nouvelles encourageantes et réconfortantes ont finalement suivi dans les heures suivantes. Mounir est demeuré conscient et alerte. Son état s'est amélioré progressivement et depuis la chambre d'hôpital, il a adressé un bref message personnel à ceux ayant exprimé leurs préoccupations sincères. Merci à tous pour vos encouragements touchants. Je vais beaucoup mieux à présent. Un grand câlin affectueux à tous. Le 16 août, 2 jours exactement après l'attaque violente, il a reçu son congé officiel et a pu continuer sa récupération progressive à domicile en famille. Le soulagement enveloppant ce moment était plus tranquille que les célébrations que l'Espagne avait connues joyeusement en juillet précédent. Néanmoins, pour Lamine et sa famille unie, il portait une importance émotionnelle différente et plus profonde. Un mois avait contenu 2 images à peine plus éloignées l'une de l'autre en signification. À Berlin triomphal, Lamine s'était tenu fièrement sous les confettis tombants après avoir contribué sa nation à remporter l'un des plus grands trophées internationaux du football. À Badalona anxieuse, la famille attendait la confirmation que Mounir pouvait quitter l'établissement médical et revenir vivant à la maison aimée. Le contraste n'a pas diminué ce que Lamine avait réalisé impressionnant au championnat d'Europe. Il a réintégré cet accomplissement sportif dans la vie quotidienne d'un 17 ans dont les relations familiales les plus proches gardaient infiniment plus d'importance réelle que toute médaille.
La célébrité avait multiplié le nombre de personnes observant constamment la famille, mais elle n'avait pas modifié la peur fondamentale et instinctive née quand quelqu'un qu'ils aimaient profondément se retrouvait soudainement en danger mortel. Elle n'avait pas non plus modifié le soulagement primal de voir cette personne bien-aimée se rétablir pleinement. L'été extraordinaire de la main serait perpétuellement mémorisé pour son but spectaculaire face à la France, son assistance précieuse en finale et le championnat que l'Espagne avait ramené triomphalement à la maison. À l'intérieur de sa famille unie, cependant, il serait également mémorisé pour une victoire bien plus personnelle et intime. Son père marchant hors de l'établissement hospitalier en vie, revenant à Roafonda et recevant la chance précieuse de se rétablir progressivement parmi les personnes le connaissant bien avant que le monde entier ne connaisse son fils. La consécration, l'homme et le footballeur. La saison 2025 à 2026 demandait exigeant à Lamine Yamal de démontrer que l'année extraordinaire, le précédent, n'avait pas établi un standard temporaire et inatteignable qu'il ne pouvait jamais reproduire régulièrement. Il entrait dans la campagne officielle ne bénéficiant plus de la protection rassurante de la nouveauté médiatique. Les défenseurs connaissaient précisément le mouvement familier du flanc droit vers son pied gauche préféré. Les milieux de terrain se décalaient stratégiquement avant qu'ils ne reçoivent la possession et les entraîneurs adverses construisaient une protection défensive supplémentaire dans les espaces qu'ils préféraient absolument attaquer. Barcelone portait également l'attente institutionnelle majeure de protéger le titre de Ligue. Tandis que Lamine était de plus en plus considéré comme l'un des joueurs absolument responsables de décider si cette ambition pouvait concrètement se réaliser, il a réagi spectaculairement avec 16 buts significatifs et 11 passes décisives précises en La Liga, se terminant comme le meilleur buteur de Ligue de Barcelone et fournissant davantage d'assists que tout autre joueur dans la compétition. Il a reçu le prix du joueur du mois de la Ligue à 3 reprises, devenant impressionnant le premier joueur à remporter ce prix aussi souvent distinctement en une seule saison. Son influence directe a également continué à croître exponentiellement en Europe compétitive. Le 14 avril 2026, un but précis face à l'Atlético Madrid l'a porté à 11 buts en Ligue des Champions avant son 19e anniversaire, davantage que tout joueur précédent n'avait inscrit dans la compétition à cet âge tendre. Les records ont porté les titres médiatiques familiers, mais le développement davantage significatif s'est manifesté dans l'étendue croissante des modes par lesquels il impactait les rencontres importantes. Il pouvait maintenir la largeur et forcer un arrière latéral à rester proche de la ligne de touche. Il pouvait se déporter à l'intérieur et générer l'espace pour un partenaire débordant utile. Il pouvait attirer 2 défenseurs vers lui, libérer le ballon de manière précoce et autoriser Barcelone à attaquer la zone qu'ils avaient abandonnée. Le jeune homme, célèbre pour des instants isolés d'imagination créative, apprenait à influencer les structures défensives entières et complexes. Barcelone a prospéré, a conservé le titre de championnat de Ligue avec détermination et malgré l'absence des dernières semaines cruciales, les 16 buts et 11 assists de Lamine l'avaient déjà positionné au centre absolu de la campagne du titre. En juin, la Liga l'a officiellement nommé joueur de la saison. À 18 ans, il s'était transformé du joueur le plus palpitant de la compétition en recevant sa reconnaissance individuelle la plus élevée et prestigieuse. Néanmoins, le prix est parvenu tandis que son corps livrait un avertissement urgent que le talent, la discipline et la jeunesse ne pouvaient pas réduire réellement au silence. Les problèmes physiques l'avaient suivi à travers des portions significatives de la saison, l'inconfort récurrent à l'aine interrompant le rythme que Barcelone et la main avaient travaillé ensemble à préserver. Puis, le 23 avril, au cours d'une victoire décisive, 1-0 face à Celta Vigo, le danger s'est fait davantage immédiat et pressant. La main a marqué le pénalty décisif, cependant il a également souffert d'une blessure à l'ischio-jambier à sa jambe gauche précieuse. L'équipe de campagne de Ligue de Barcelone a poursuivi sans lui, tandis que le 18 ans avait reçu l'interdiction officielle de participer aux 6 derniers matchs critiques de la saison. La Coupe du Monde se rapprochait inévitablement. L'Espagne était entrée dans le tournoi parmi les principaux prétendants et l'un de ses joueurs d'attaque les plus cruciaux ne se préparait plus au moyen des rencontres officielles. Il se préparait uniquement à travers la réhabilitation intensive. Le travail n'apportait aucune visibilité spectaculaire d'une frappe courbe ou d'une célébration 304. La progression s'était mesurée via la course dirigée, l'évaluation médicale et le retour progressif des mouvements ayant autrefois paru automatiques et naturels.
La main demeurait à la base d'entraînement de l'Espagne quand d'autres participants de l'équipe voyageaient pour le dernier match préparatoire face au Pérou. Luis de la Fuente a communiqué sa confiance qu'il serait disponible pour la première rencontre critique de Coupe du Monde. Toutefois, le personnel évitait soigneusement de traiter son retour comme assuré jusqu'à ce que son corps ait réagi positivement. Pour un joueur dont la montée avait été bâtie sur l'accélération persistante et constante, la récupération exigeait l'instinct opposé, la patience vertueuse. Il ne pouvait pas dribbler au-delà du processus de cicatrisation ou l'accélérer via la détermination seule. Finalement, la main a réussi à se rétablir à temps pour rejoindre la campagne d'Espagne à la Coupe du Monde, la consécration mondiale du doute à la gloire. Lorsqu'un joueur foulait le terrain à une Coupe du Monde, les caméras se levaient habituellement vers le visage concentré et déterminé, le maillot national et l'émotion viscérale de l'hymne. Cependant, l'un des détails les plus révélateurs de l'identité profonde de Lamine Yamal apparaissait bien davantage proche de l'herbe. Pour le tournoi 2026, ses chaussures Adidas individualisées portaient son nom aux côtés des drapeaux du Maroc et de la Guinée équatoriale. Le style avait été créé pour la plus grande étape du football international, cependant sa signification commençait réellement avec les deux personnes lui étant les plus proches émotionnellement. Le Maroc représentait l'héritage culturel de son père, Mounir Nassaoui. La Guinée équatoriale représentait les racines profondes de sa mère, Sheila Ibana. Au-dessus de ses chaussures symboliques, Lamine portait le maillot de l'Espagne, le pays de sa naissance officielle et l'équipe nationale qu'il représentait fièrement depuis ses 16 ans. Rien en ces symboles multiples ne devait rivaliser. Ils autorisaient simplement les branches différentes de son histoire familiale à voyager simultanément avec lui vers les plus grands stades. Les chaussures n'offraient aucune affirmation compliquée. Elles consistaient en une reconnaissance tranquille que le joueur aperçu sous les projecteurs avait été modelé non exclusivement par l'Académie barcelonaise et l'équipe nationale d'Espagne, mais aussi par les personnes dont les histoires avaient commencé bien au-delà d'eux deux. Sa célébration familière 304 complétait cette image personnelle sans exiger que l'histoire soit clarifiée à nouveau. Les chiffres faisaient référence à Roa Fonda, le quartier dont les rues, trajets en train et petits gestes de bienveillance avaient déjà façonné ses premières années cruciales. Finalement, quand le coup final s'est arrêté à la Coupe du Monde, Lamine Yamal était devenu un champion d'Europe à 17 ans et un champion du monde à 19 ans. Des accomplissements semblant presque improbables pour un joueur ayant seulement récemment finalisé son enseignement secondaire obligatoire. Cependant, la célébration ne demeurait pas seulement en dessous des projecteurs du stade à New Jersey. Elle voyageait à travers l'Atlantique et se versait dans les rues d'Espagne. Presque 2 millions de personnes remplissaient Madrid pour accueillir les champions à la maison, ondulant des drapeaux rouges et dorés quand les joueurs transportaient le trophée à travers la capitale sur un autobus à toit ouvert désigné par 2 étoiles magnifiques. À Barcelone et dans les communes à travers la région, les supporters fredonnaient, embrassaient les étrangers et célébraient un second titre mondial avec fierté. L'émotion portait la signification particulière à Roa Fonda, ce quartier modeste. Là, la victoire s'appartenait non exclusivement à l'Espagne, cependant, au quartier ayant contemplé patiemment le voyage de Lamine, débuté par les trajets en train ordinaire, les sacrifices familiaux et la générosité ordinaire des personnes ayant contribué à rendre la prochaine séance d'entraînement accessible. Pour un joueur appelé sauveur avant qu'il n'achève l'école, le voyage complet portait un poids inhabituel. Parfois, l'étoile jeune porte l'équipe seule. À la plus grande nuit, l'équipe l'avait aussi portée avec dignité. Le défi futur ne s'interrogeait davantage sur s'il pouvait devenir assez célèbre. Il consistait s'il demeurait capable de maintenir l'imagination du garçon de Roa Fonda, tout en apprenant que la magnificence n'exigeait pas qu'il porte chaque rencontre isolément. Il avait atteint la plus grande étape du football, rendu des millions de personnes fières et apporté le nombre 304 avec lui. Finalement, il n'avait pas dû porter le voyage à la maison seul.